Monsieur Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby, respectivement chef de l'État tchadien et chef de l'État sénégalais, à messieurs Assimi Goïta, Abdurrahman Chiani et Ibrahim Traoré, respectivement du Mali, Niger et Burkina Faso. Avant de venir à mon adresse à proprement parler pour vous, messieurs Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby, je vous dis que l'Afrique française, celle du roi Emmanuel Macron, sera libérée encore une fois par la nation algérienne. J'insiste sur ce défi qui attend la nation à laquelle j'appartiens, celui de libérer toutes les Africaines et tous les Africains. Une autre fois, du massacre conduit par Emmanuel Macron et auquel vous avez cédé et que vous avez accepté. Dans mon pays, certains de mes compatriotes sont encore en prison pour des chefs d'accusation politiques complètement débiles. Mon pays, l'Algérie, est en situation de coup d'État. Je vous le répète, mon pays, l'Algérie, est en situation de coup d'État. Après 3 décomptages de voix et non-comptage de voix, un occupant pour la conciergerie du roi Emmanuel Macron a été désigné. Les généraux de l'état-major de l'armée algérienne qui ont satisfait aux ordres de Macron font la loi et imposent leur violence par la privatisation de la justice à toute la nation. Face à cette situation, j'ai dit que seule une révolution des œillets conduite par des officiers généraux, des officiers supérieurs patriotes et un mouvement de rébellion conduit par des avocats et des magistrats intègres qui diront basta à cette privatisation dont ils en sont la marchandise, pourrait nous faire sortir de cette dictature. De plus, afin de maintenir la paix en Afrique du Nord, j'ai suggéré aux soldats et officiers subalternes algériens de refuser tout ordre de tir sur les populations, qu'elles soient algériennes ou migrantes. Aussi, j'ai supplié tous mes compatriotes d'Algérie de demeurer pacifiques. Après ces mots, vous conviendrez aisément avec moi que c'est mon souhait de paix dans vos pays respectifs que je veux vivre avec eux, avec les Maliens, les Sénégalais, les Burkinabés, les Tchadiens, les Nigériens, les Burkinabés. Donc, à tous mes compatriotes d'Afrique, ayez l'intelligence de la paix, ayez l'intelligence de dire à Emmanuel Macron et à toutes les puissances de ce monde de vous foutre la paix. Dites à ceux qui décident pour vous de lever la tête. J'ai parlé de la libération de toute la France, un beau lapsus, de toute la France qui est en Afrique. Cette libération se fera par l'esprit
de la Bible Mehdi, de Abban Ramadan, de Hussein Aït Ahmed en Algérie, par l'esprit de Walter Sisulu en Afrique du Sud, par l'esprit de Thomas Sankara au Burkina Faso, par l'esprit de Modibo Keïta au Mali, pour vous éviter, messieurs les chefs d'État du Sénégal et du Tchad, pour vous éviter toute pensée à un donneur de leçons qui s'adresse à vous, j'ai commencé par vous décrire la situation qui prévaut dans ma patrie, l'Algérie. J'ajoute à ce que j'ai dit précédemment, la situation sociale des Algériennes et des Algériens est cauchemardesque. L'économique est désastreuse. Le dernier élément est la confirmation de la mise en œuvre du Hub and Spoke System en Algérie, qui concerne le transport aérien. C'est une situation que j'ai anticipée en 2015, pas hier ou avant-hier. C'est en 2015. Récemment, le président de l'Afrique du Sud a été en Algérie. Il a été question réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Cette problématique, la problématique de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, telle que soulevée à Alger, est une pure formalité protocolaire pour faire du remplissage du communiqué de la visite. C'est du pur remplissage. Voilà. Ce point, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, fait partie de cette logorée de mots qui a été pondue, qui a été déversée plutôt, en ajoutant la situation au Soudan qui est déjà partitionnée en 3 États, à la Libye qui est déjà partitionnée en 2 États, à la Libye qui sera encore morcelée pour encore morceler le Tchad, à l'Algérie qui est encore de morcellement. Donc voilà. Donc le président de l'Afrique du Sud a été à Alger. Mis à part ce que je viens de dire, il n'y a aucun effet réel, positif, palpable qui a été mentionné. Exemple. A-t-il été question du protocole de Kimberley à Alger? A-t-il été question de l'application des principes de l'Équateur à Alger? A-t-il été question de l'application au moins d'une partie du protocole de Kyoto à Alger? Non, aucun de tout ça. Je préfère y aller dès maintenant. Mon dernier message au président de l'Afrique du Sud, une Afrique du Sud différente de celle de Walter Sisulu, je le répète, et de l'Afrique du Sud dirigée par Nelson Mandela. Donc le président de l'Afrique du Sud a été destinataire d'un message de ma part en anglais qui est disponible sur le web, qui concerne la réunion des BRICS.
qui concerne la réunion des BRICS et cette merveilleuse omission de l'adhésion de l'Algérie. Au vu de tous les pays qui ont été admis au BRICS, l'Algérie a amplement sa place. Ceci montre la faiblesse de l'État algérien. Qu'en est-il de la faiblesse de vos États? L'autre message de ma part est par lettre officielle au président de l'Afrique du Sud. C'est quand il était président en exercice de l'Assemblée générale des Nations unies en 2020. M'excuse. Président de l'Assemblée générale de l'Union africaine en 2020. Une lettre dans laquelle je lui ai dressé une liste assez importante de tous les problèmes de l'Afrique. De tous les problèmes de l'Afrique causés par les dirigeants africains. Il est hors de propos pour moi de revenir sur ces histoires de ZLECAf, de l'OHADA, de la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine, etc. Il est hors de question pour moi de revenir encore une fois sur le caractère terroriste de la CEMAC, de la BCAO, de la CEDEAO, de l'UMOA, de l'UEMOA. Je ne suis pas sur ça, là. Hein? Donc, pour le président de l'Afrique du Sud qui s'est rendu en Algérie, il a été destinataire de 2 de mes messages. Donc, je viens à mes messages pour vous, messieurs Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby. Il y a une concomitance extraordinaire entre vos déclarations respectives sur la rupture de l'accord de coopération et de défense entre vos pays, le Sénégal et le Tchad, avec la France, et l'intervention des États-Unis d'Amérique. Dans vos pays, les États-Unis d'Amérique ont fait pression sur vous, du moins, les États-Unis d'Amérique vous ont ordonné de rompre avec la France. C'est clair? Pour cela, ce ne sont pas vos sources d'information qui me l'ont dit, ce sont ce que j'ai lu dans les institutions officielles américaines, telles que l'USAID. OK? Dans le communiqué officiel des États-Unis d'Amérique, après le passage au Sénégal, il a été question du FMI. De la présence du FMI au Sénégal, bien sûr, et des ordres qu'il vous donne. Je viendrai sur les chiffres du FMI et de la Banque mondiale bientôt, qui concernent vos pays. Pourquoi les États-Unis d'Amérique ont mentionné le FMI dans leur communiqué? Le FMI est supposé être une organisation internationale au service du développement de toute la planète, ou du moins d'un certain équilibre au niveau de la planète. Si moi j'ai utilisé le mot équilibre, s'il vous plaît, évitez-le. Pourquoi je vous demande de l'éviter? Parce que vous n'avez aucune compréhension de ce terme. Donc pourquoi les États-Unis d'Amérique ont mentionné le FMI dans leur communiqué? Parce que le FMI vous a ordonné certaines opérations de restructuration, de réorganisation, etc., etc. Ça, c'est banal, c'est le travail ordinaire du FMI. Et dans le travail ordinaire du FMI, je vous renvoie à tout ce que j'ai dit à Kristalina Georgieva
depuis qu'elle est présidente directrice générale du FMI, à propos du massacre de mon pays, l'Algérie. Et ce massacre, avec la complicité et la participation de mes compatriotes algériens, sera évité. Et tant pis pour vous si vous l'acceptez. Vous, en tant qu'État. Mais pour les nations sénégalaises, tchadiennes, maliennes, nigériennes, burkinabées, je dirais toute ma solidarité, toute ma peine. Okay? Il n'y a pas que le FMI, il y a la Banque mondiale aussi. Donc pourquoi le FMI a été mentionné par les Américains? Parce que les États-Unis d'Amérique ont un droit de blocage dans le vote du FMI. Vous savez très bien, du moins, vous savez très bien, j'ai des doutes, que le vote de certaines décisions du FMI obéissent à la loi de la majorité qualifiée. Et cette majorité de qualifiée est de 85% et plus. Et sans le vote des États-Unis d'Amérique, cette majorité qualifiée ne sera jamais atteinte. Est-ce clair? Voilà. Bon. En plus de votre aplaventrisme, c'est le même cas que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Hein. En plus de votre aplaventrisme face à des agents de second niveau, de troisième niveau américains, vous avez une explication du FMI. Ok. Ça, c'est pour le cas du Sénégal. Pour le cas du Tchad, Mohamed Idriss Déby, ce qui a été dit sur les bricolages des constitutions de toute l'économie africaine par la France, est édifiant, y compris dans votre pays. Mais qu'ont fait les Américains dans votre pays récemment? Combien de millions de dollars vous ont-ils donné? 80, 90, 100 millions de dollars? Il y a déjà au moins un petit montant au sens américain du terme, hein, c'est 2 millions de dollars. Et un autre montant de 68 millions de dollars durant l'été 2024. Ok? Donc, pourquoi les Américains sont en train de faire pression sur vous maintenant? Est-ce pour le bien-être et le bonheur des Tchadiennes et des Tchadiens, des Sénégalaises et des Sénégalais, des Maliennes et des Maliens, des Nigérianes et des Nigériens, des Burkinabés et des Burkinabés? Bon, voilà, il n'y a pas de féminin ou masculin, c'est le même, là. C'est le même gentilé. Hein? Non. C'est pour arrêter la déferlante russe et chinoise. Ok? Dans le cas du Sénégal, en particulier. Oh, Sénégal. Monsieur Bassirou Diomaye Faye, vous avez été au Mali. Vous avez fait une visite officielle au Mali que j'ai suivie, bien sûr. Qu'est suivi dans votre visite officielle? L'attente, les déclarations par-ci, par-là. L'attente d'un communiqué final. Eh oui. Point de communiqué, point de déclaration conjointe officielle. M'arrêter à ce constat, cela signifie que je dois dire que votre visite au Mali a été juste un tour pour vous dégourdir les jambes, pour changer d'air, pour vous imprégner des protocoles de visite d'État, etc. Non. C'est le bazar.
Monsieur Bassirou Diomaye Faye, j'ai des amis sénégalais ici à Montréal. Ouais, j'ai été invité, j'étais présent bien sûr, à une conférence qui faisait la publicité pour le précédent, pour la candidature du précédent président du Sénégal, Macky Sall. J'étais présent. Des amis sénégalais m'ont demandé de shérif, s'il te plaît, on évite ça, on évite certains sujets là. Bon, à la fin, bon, à la fin. J'ai été invité pour un dîner. Bon, j'ai remercié, j'ai décliné. Avec une personnalité d'un niveau assez haut au Sénégal. J'ai invité au dîner. Non, j'ai décliné. J'ai remercié et j'ai décliné. Voilà. Monsieur Bassirou Diomaye Faye, vous avez déclaré que la remise en cause, que l'érection d'une nouvelle monnaie autre que le franc CFA n'est plus une priorité pour la France-Afrique, pour la France de l'Afrique, pour Emmanuel Macron en Afrique, le franc CFA. Donc, vous avez été au Mali, et puisqu'il y a une alliance Mali, Niger et Burkina Faso, vous avez été au Mali pour dire à ces trois pays, via la direction du Mali, qu'ils doivent mettre un frein, que bien balayer sur le tapis toute la question monétaire. Voilà. Pourquoi? Parce que la Russie et la Chine, comme je l'ai suggéré à plusieurs reprises, peuvent vous créer des monnaies dans tous vos pays, financer, mettre les fonds propres dans vos banques centrales, si vous optez pour des banques centrales. Opter pour une banque centrale est facultatif. Hein? Donc, vous avez été pour transmettre le message d'Emmanuel Macron, étant donné que vous avez été en France, en visite officielle en France. Messieurs Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby, avec la Côte d'Ivoire et le freinage du Mali, du Niger, du Burkina Faso sur la monnaie, vous êtes les concerts métastasés de l'Afrique. Ok? Je répète, vous, Tchad, Sénégal et Côte d'Ivoire, du point de vue monétaire, vous êtes les concerts de l'Afrique, les concerts plus que métastasés de l'Afrique. Voilà. Donc ça c'est... J'avance un petit peu. J'ai donné quelques éléments d'ensemble. Je reviens maintenant à un élément d'esprit. Un élément d'esprit, oui. À Paris, la cathédrale Notre-Dame a été inaugurée une deuxième fois. Quel chef d'État africain a été invité là-bas? Quel chef d'État africain, surtout issu des colonies françaises en Afrique, a été invité à cette cérémonie? Vous m'en citez un? Personnellement, j'en suis incapable. Cela signifie quoi? Que le roi de France, Emmanuel Macron, a invité uniquement ses co-religionnaires, ceux avec qui il partage
la religion. Donc la religion est un élément dans les équilibres. Ok. Je vous ajoute une information supplémentaire. Emmanuel Macron a dit à l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel que l'OTAN défend la chrétienté. Okay. Donc, de mon côté, maintenant, je vous dis que c'est un musulman qui vous parle. Un musulman qui refuse les termes de coopération internationale. Un musulman qui parle d'entraide et de solidarité et la construction d'un destin commun, d'un destin africain commun. Donc, c'est un musulman qui vous parle. Après, je parlerai rapidement de ces chiffres qui concernent le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est ça. Donc, Tchad, Sénégal, Mali, Niger, Algérie, Maroc et Tunisie. Sans en faire une analyse, je vous en dirai quelques mots. Donc, d'emblée, si ces chiffres sont à une année-lumière d'être vrais, s'ils sont à une année-lumière d'être vrais, ce sont les chiffres de la Banque mondiale de ce jour. Alors, s'ils sont vrais, ils sont à une année-lumière, hein, à une année-lumière de la vérité, de l'exactitude, je commencerai à douter de l'existence de Dieu. S'ils sont à une année-lumière de la vérité et de l'exactitude, vous me confirmez, et je commencerai à douter de l'existence de Dieu. Voilà. Monsieur Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby. Les informations éparses par-ci par-là disent que le Sénégal s'apprête à voter sa loi des finances pour 2025. Pour le Tchad, il est dans la même logique que les généraux algériens. La répression totale, l'emprisonnement et le massacre. Parler de la loi des finances au Tchad, c'est comme si je vous parlais de la vie sur Neptune. Okay. L'Algérie a fait une loi de finances qui a été déjà signée. Donc, les Algériens auront le choc de leur vie le 2 janvier 2025. J'attends sa publication pour voir les chiffres. Okay. Attends, pour voir ces chiffres. Maintenant, je viens à quelque chose de l'esprit. Mohamed Idriss Déby et Bassirou Diomaye Faye. Comme en Algérie, vous avez la manie d'organiser des séminaires, des forums, des congrès, des machins pompeux, etc., où vous gaspillez beaucoup d'argent, où vous faites beaucoup de cadeaux, etc., 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 où il y a des copinages, où il y a de pantouflage, tout ça, de la corruption, tout ça. Je vous suggère d'organiser dans vos pays, y compris dans mon pays, ma patrie, l'Algérie, chose que j'ai déjà suggéré, à plusieurs reprises. Des conférences d'au moins 3 jours, 4 jours, d'une semaine. Par exemple, de Claudia Goldin,
Prix Nobel d'économie en 2023. Dire prix Nobel, c'est juste une information comme ça. Hein? Claudia Goldin qui parle. Corruption and Reform. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle de corruption et de réforme. Dans les pays africains, en particulier dans ceux que je viens de citer, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il est question de réforme et de corruption. Plus vous prétendez lutter contre la corruption, plus vous en générez. Voilà. Je vous suggère aussi d'inviter ce monsieur, Daron Acemoglu, je m'excuse si j'ai écorché son nom, c'est un turco-américain, il est d'origine turque, il est américain, c'est le prix Nobel d'économie de 2024. State, Societies and the Fate of Liberty. Okay. Il a écrit un autre livre beaucoup plus ravageur des mentalités. Pourquoi l'Afrique, en particulier vos pays, en particulier mon pays, est toujours sous-développée? Donnez les motifs. Invitez-les pendant 3 jours, 4 jours. Ils vous feront des conférences. Ils vous donneront quelques conseils, même si les conseils en économie relèvent plus, flirtent avec la connerie. Parce que l'économie, c'est de la connerie. Ok? Soit vécu maintenant. Un événement que j'ai vécu. 2011-2012, j'ai assisté au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal à un séminaire d'une journée organisé. Et les conférenciers étaient des personnes peu visibles dans les journaux, dans la télévision, etc. Sauf pour 2 ministres. Dans les usages, les protocoles, à la fin de l'atelier, à la fin du séminaire, c'est juste un séminaire de conférence. J'ai été salué, les conférenciers. Un premier ministre du Canada. J'ai posé la question suivante. Ça, c'est la question, je me souviens de la question que je lui ai posée. L'autre. Le premier ministre qu'on appelle le Titi de Shawinigan. Shawinigan, c'est une petite ville ici. S'il vous plaît, elle a pris dans tout ça. Regardez, on garde dans sa main, on serre ma main. Regardez, monsieur, ils doivent se bouger, sinon ils seront bouffés. Qu'en est-il des pays africains? Ils doivent bouger, sinon ils seront bouffés. Ça, c'est un premier ministre du Canada qui me l'a dit à moi. Immédiatement après, parce qu'il faut céder la place aux autres, j'ai interpellé une conférencière, c'est une femme. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question très rapide pour vous. Est-ce que les hedge funds sont en Afrique? Parce que c'était une gestionnaire de hedge funds. Oui, monsieur, et nous faisons de notre mieux pour les introduire. Les hedge funds, les pays africains, ailleurs, c'est une arme c'est une arme de destruction massive pour des profits ultra rapides. Mais un hedge fund, ça peut se casser la gueule. Exemple. L'un des hedge funds les plus célèbres aux États-Unis, dirigé par une sommité académique.
dont l'un des dirigeants était d'une sommité académique. C'est LTCM. C'est un hedge fund. Voilà. Donc, voici ce que vous attend. Maintenant, on parle, ça c'est une situation réelle que j'ai vécue. Hein, c'est-à-dire, loin d'être une vue de l'esprit ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour coller à la réalité, hein, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, quand vous avez été au Mali, avez-vous suggéré aux Maliens, Nigériens, Tchadiens le pass malien, nigérien, burkinabé, la possibilité de passer par le territoire sénégalais pour accéder à l'Atlantique? Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est proche, parce qu'ils ont droit à la mer. Ok? Vous devez voir où est-ce que je veux en venir. Hein. Pour les pays, pour l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce dirigée actuellement par une Africaine, vos pays sont des pays arriérés. Et vous en êtes membre. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger sont membres de l'OMC alors que l'Algérie, non? Ah, non. Il n'est pas membre. D'accord. Dois-je vous reparler des principes fondamentaux de l'OMC, le principe de non-discrimination, le statut de la nation la plus favorisée, le principe de la préférence nationale, la règle de la préférence nationale? Ok. Non. Je ne le ferai pas. Accepteriez-vous de donner les mêmes avantages à l'Algérie qu'à la France, qu'aux États-Unis, parce que vous êtes membre de l'OMC? Pouvez-vous vous battre à l'OMC? Ah. Maintenant, je vous fais la jonction entre l'OMC et les hedge funds. Je n'ai pas les hedge funds et les fonds spéculatifs. En Algérie, le hedge fund nous ont étouffés. Ok. Ou dans le gaz et le pétrole. Comment s'appelle ce hedge fund? Il s'appelle BlackRock, ça. Pardon. Il s'appelle BlackRock, sans le S à la fin. C'est le même hedge fund qui étrangle la France. Ah. Maintenant, vous avez le lien. L'OMC, les hedge funds, la France, les colonies françaises en Afrique. Les colonies françaises. Vous l'êtes toujours, hein? Vous avez le lien, l'OMC. Maintenant, on va parler. Je vous ai fait un lien sur la religion, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler maintenant de l'OMC, un tout petit peu. Mais d'un niveau plutôt supranational, plutôt pas macroscopique ou quelque chose comme ça, supranational. Lors de son premier mandat, le président élu Donald Trump, premier mandat, hein, le président Donald Trump a essuyé des rafales, des bombardements de la part de 300 économistes américains. 300. En kabyle, on dit «300». In English, we say 300. 300 économistes ont été contre l'élection de Donald Trump. Le premier mandat de Donald Trump
c'est passé comme il s'est passé. Le président Donald Trump a été réélu avec la cérémonie concernant l'église de Notre-Dame à Paris, et il a rencontré celui de l'Ukraine. Okay. À Paris, si le roi Emmanuel Macron est un bâton de guerre, Donald Trump lui a dit non, c'est à Paris que je vais faire la paix. C'est-à-dire, chez toi, je vais foutre en l'air ta politique à l'intérieur. Ça, c'est Donald Trump. Okay. Quelle est la décision prise, du moins, qui sera mise en œuvre à partir du 20 janvier prochain? Une barrière tarifaire qui va frapper le Canada et le Mexique et tous les autres pays de 25%. 25% en violation totale de l'esprit de l'OMC et du GATT, en violation totale de l'accord de libre-échange que lui-même a conduit entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. En violation. Il s'en fout comme d'une guigne. Ça, c'est l'OMC. Est-ce que, avez-vous entendu la réaction de la directrice générale de l'OMC qui est une Africaine, Madame Ogonzo Iweala? Non. Avez-vous entendu une réaction de la Chine, du Japon, de l'Australie, de l'Union européenne, de la Russie sur la violation de l'accord de l'OMC? Non. Attends, mais ils savent que la Chine peut faire face, que le Canada et l'Union européenne doivent se démerder. Hein? Ils doivent se démerder. Le premier coup visible, c'est la valeur des monnaies, de l'euro et du dollar canadien, et du peso mexicain. Okay? Ça, c'est le premier coup. Pour les fermetures d'entreprises, pour les mouvements de capitaux, pour le chômage, pour l'inflation, etc., il faut laisser la connerie économique s'exprimer. Elle va s'exprimer. C'est l'étalage. Hein? La connerie économique va s'étaler à fond. Mais les gens, du moins les économistes, éviteront de parler de la spéculation, des mouvements de capitaux, de la guerre des monnaies qui a commencé en 2009-2010. Hein. Donc, parler du chômage, etc. Parce que ça, ce sont des variables visibles. Hein. On parle du chômage, du machin chouette, du chômage, de la fermeture d'usines, du mouvement d'usines, etc., etc. On parle de ça. Hein. On ne parle pas de la guerre. Donc, vous, Monsieur Bassirou Faye Diomaye et Mohamed Idriss Déby et tous les autres chefs d'État, vous êtes membre d'une organisation, l'Organisation mondiale du commerce, sur laquelle une expression triviale, les États-Unis d'Amérique s'assoient. Ils s'assoient dessus, là. Hein. L'OMC, là. OK? Et c'est la même chose à l'ONU. Allez-vous accepter tous ces dictats? Allez-vous accepter de sacrifier vos peuples? Certainement oui. Tenant, ce que je vous recommande, je suggère, dites la vérité à vos nations. Que nous, en tant que chefs d'État, généraux, en tant que ministres, etc., à peine si nous sommes des pois chiches pour les Américains. À peine si nous sommes des pois chiches pour les Américains. Pour Emmanuel Macron maintenant.
votre seigneur, votre dominateur, mégalomane qu'il est, hyper intelligent qu'il est, il a mis la France à ses pieds. Toute la France est à ses pieds là. Okay? Il a fait taire ceux qui l'ont fait. Il a fait taire les précédents présidents de la France. Il les a fait taire. Hein? Parce que aucun d'eux ne peut rivaliser avec lui. Aucun d'eux. Hein? Qu'il s'agisse de François Hollande, de Sarkozy, etc. Voilà. Le problème qu'il a posé maintenant, c'est la loi des finances en France, qui a entraîné la motion de censure, la démission du gouvernement, etc. etc. Croyez-vous que c'est un problème pour Emmanuel Macron? Non. Il fait une loi spéciale, il creuse les déficits, il endettera la France un peu plus, beaucoup plus même. Les taux d'intérêt de la France vont, sur la dette française vont augmenter, etc., etc. Mais est-ce que le FMI a réagi? Non. Est-ce que le FMI a massacré la Grèce en 2015? Oui. Est-ce que le FMI et la Banque mondiale vont massacrer l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Tchad, le Sénégal, le Mali et le Niger, etc.? Oui. Ah, vraiment. Ça, c'est le paradis maintenant. Non, on va parler à quelques chiffres. L'eau. Ah, avant de... Au début de la guerre, du conflit Russie-Ukraine, conflit, guerre, allez-y pour le terme que vous voulez. Si vous utilisez guerre, vous devez le justifier. Si vous utilisez le terme conflit, vous devez le justifier. Okay. Bon, moi, c'est un conflit. Pour moi, c'est un conflit. C'est pas une guerre. Le précédent président du Sénégal, avec le président de l'Afrique du Sud et d'autres chefs d'État, sont partis à Moscou et à Kiev. Quand il fait là-bas, prétendument, ils ont offert la possibilité de la médiation pour ramener la paix entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'en Afrique, les conflits interétatiques, les conflits tribaux font des ravages, hein, mais ils sont aussi partis pour demander soit à la Russie, soit à l'Ukraine, soit aux deux, du blé, pour que les Africains en mangent. Attendez-vous maintenant à ce blé. Est-ce que ce blé viendra? Est-ce que ce blé viendra gratuitement? Est-ce que ce blé viendra à un coût exorbitant et avec des conditionnalités pires que celles du FMI? L'installation des bases russes et chinoises chez vous là. Okay? Parce que les Américains doivent casser le One Belt, One Road initiative chinoise. Parce que les Américains doivent casser l'émergence de la Russie en Afrique. Pour les questions de l'Arctique, ça vous dépasse ça. Pour l'occupation de l'Arctique, etc., du pôle Nord, ça c'est une autre histoire à laquelle vous ne comprendrez absolument rien. Bref. Le blé. Ah, est-ce que l'Afrique peut fabriquer son blé? Ah, c'est un peu difficile. Pour produire du blé, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'eau. Les derniers chiffres de la base de données utilisée par la Banque mondiale, le FMI et l'ONU sur l'eau disent l'accès à l'eau potable pour toute la population, y compris les populations rurales, est de 97,7% en Tunisie. Ok?
ont l'accès à l'eau potable pour toutes les populations, y compris les rurales, est de 97,7%. Ça, c'est la Tunisie. Pour l'Algérie, il est de 81,8%. Pour le Mali, il est de 77%. OK? Pour le Sénégal, il est de 67,3%. Vous voyez que ça baisse là, hein? Pour le Niger, il est de 58,2%. Pour le Tchad, il est de 44,8%. Ah. En plus de ce problème d'eau, de l'accès à l'eau, il y a le problème de la santé qui vient avec. Il y a le problème de la production agricole ou vivrière, à tout le moins, qui vient avec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les guerres qui viennent avec. Le fleuve Niger est partagé par 13 pays. Ah, les ressources hydriques. Que s'est-il passé à Riyad? Merci de répondre. Ça, c'est l'eau. Je répète, la Tunisie, 97,7%. L'Algérie, 81,8%. Le Mali, 77% au Mali. Hein. Le Sénégal, 67,3%. Le Niger, 58,2% avec le fleuve Niger. Le Tchad, 44,8%. Je vous ai dit tout à fait au début, si ces chiffres sont vrais à une année-lumière d'approximation, je commencerai à douter de l'existence de Dieu. Moi qui suis musulman. Les chiffres de la Banque mondiale de ce jour, dimanche, on est quelle date? Les chiffres de la Banque mondiale de ce jour, 8 décembre 2024. Pour le Maroc, pour le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie et le Maroc. Voilà. Je prends juste un échantillon là. Hein? Là, je ne peux pas là. L'Algérie, c'est de celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron à Alger et des généraux de la Banque mondiale de ce jour a connu une baisse de production, la croissance du PIB de moins 5% en 2020. Ensuite, ils ont augmenté, la croissance est passée de moins 5% à 3,80%, ensuite à 3,60%, ensuite à 4,10%, respectivement 2021, 2022, 2023. Quand on fait une baisse de moins 5%, et quand on fait des augmentations de 3, 3 et 4, évitez de faire l'addition s'il vous plaît. Pas comme ça que ça se passe. Ça c'est l'Algérie. Le Tchad, en 2020, moins 1,60. En 2021, moins 1,17. En 2022, 2,80. En 2023, il a fait 4,12 de croissance. Le Niger arrive à l'uranium, etc. Hein? Il a fait, le Niger, il a fait 3,55, 1,38, 11,90 s'il vous plaît, là. Et 2,50. Le Sénégal, 1,34, 6,54 en 2021. 3,82 en 2022, 3,70 en 2023. Normalement, les Sénégalais, dans ce cas-là, avec des temps comme ça, ils auraient dû avoir la médaille d'or en Afrique. La Tunisie, maintenant. En 2020, donc, elle a fait une baisse de croissance de moins 8,59%. Moins 8,59%. Le président de la Tunisie, déjà mal élu qu'il est,
aura toutes les difficultés du monde à calmer la rage des Tunisiens. C'est valable pour l'Algérie. Hein. Ensuite, elle est passée à 4,61, à 2,60 et à 0,42. Pour le Maroc, en 2020, moins 7,18. En 2021, une croissance de 8,02. 2022, 1,26. 2023, 3,18. Avec ces chiffres, les troubles sociaux, les manifestations, les émeutes vont exploser dans tous ces pays que je viens de citer. Quand les émeutes et les violences sociales exploseront dans ces pays, vous, en tant que chef d'État et généraux, massacrés par Emmanuel Macron, par les États-Unis, par la Russie, par la Chine, l'Union européenne, l'OTAN, allez frapper vos peuples, vous allez les taper, hein, vous allez les envoyer en prison, vous allez en tuer. Hein. Ce n'est pas de leur faute. Okay. Une dernière information. Je vais arrêter avec ces chiffres-là, c'est pas possible. Pour le déflateur du PIB, okay, du GDP, hein, déflateur, c'est le facteur par lequel on doit réduire le PIB nominal pour le ramener au PIB réel. Ils se ressemblent, à peu près là. Hein. Pour certains, il est un peu plus grave. Pour le Tchad, il est passé de 115,9 en 2020 à 141,74 en 2023. Pour le Sénégal, il est passé de 105 à 122 respectivement de 2020 à 2023. Pour le Mali, il est passé de 187,76 à 211,05. Pour le Niger, il est passé de 105,81 à 117,34. Pour l'Algérie, il est passé de 95,29 à 132,71. Pour le Maroc, apparemment c'est le plus soft là, hein, qui s'en sort le mieux. Hein. De 106 jusqu'à... Il est passé le déflateur du PIB, GDP deflator. Il est passé de 106,10 à 116,64. Et pour la Tunisie, c'est le pays qui a pris le plus gros coup là apparemment. Hein. Bon, il faut se rappeler des autres chiffres. Passé de 135 à 158,12. Donc les taux de croissance là, il faut les ramener. Il faut appliquer ce déflateur du PIB, etc. Je rappelle encore une fois, si ces chiffres de ce jour de la Banque mondiale sont exacts à une année-lumière près, je commencerai à douter de l'existence de Dieu. D'accord. Tenant pour conclure, terminer. Messieurs les chefs d'État, Monsieur Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby, Monsieur Assimi Goïta, Abdrahman Chiani et Ibrahima Traoré. Pour les trois dirigeants du Mali, du Niger et du Burkina, si réellement vous avez l'intérêt des nations de vos pays dans le cœur et dans la tête, ramenez ce qu'il y a dans vos cœurs et dans vos têtes vers des actes qui vont vous faire saigner. Quittez la zone CFA. Créez votre monnaie. C'est un risque qu'il faudra courir. Maintenant, vous avez deux choix. Vous avez deux choix. Quittez le franc CFA
et quittez le franc CFA. D'accord? Quand vous avez deux choix. Quitter le franc CFA et quitter le franc CFA. Aucun autre choix. Quand vous aurez quitté le franc CFA, vous demanderez des investissements financiers. Du diable s'il le faut. De la Russie, de la Chine et de qui d'autre? Des USA, là. Les USA de Donald Trump aiment casser, là. Hein. Ils aiment casser. Hein. Les Américains détestent la demi-mesure. Ils vont dollariser votre économie comme ils l'ont fait au Zimbabwe. Okay. Maintenant, si vous allez vers la Russie et la Chine, ils vont vous demander des pupilles des yeux. Des pupilles des yeux, ils vont vous les demander. Mais vous cesserez de donner votre sang à Areva et compagnie. Messieurs, arrêtez et évitez de frapper vos concitoyens. Arrêtez de les envoyer en prison. Arrêtez de les tuer. Merci à vous.